Cassa bien cassa. Toute parole est parole. La parole est facile et difficile. Qui veut parler doit parler clair et vrai. Si l'histoire que nous évoquons est vraie, c'est qu'on nous a dit la vérité. Si elle n'est pas vraie, nous n'avons pas menti. Mais ceux qui nous l'ont communiqué ont menti. Bienvenue à Il nous en parle, le podcast où nous explorons des sujets fascinants avec passion et expertise. Je suis votre hôte, Inous, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où la curiosité rencontre la conversation. Préparez-vous à plonger dans des discussions enrichissantes et à découvrir de nouvelles perspectives. Merci de nous rejoindre pour cette aventure intellectuelle. Ce podcast est sponsorisé par EQ Consulting qui s'établit comme un partenaire de confiance pour les artistes en leur offrant une gestion de carrière intégrée et personnalisée, alliant expertise juridique, stratégique, marketing et financière pour maximiser leur visibilité, leur notoriété et leurs revenus. Bonjour docteur Samuel, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci Parfait. infiniment. Bonjour, Inous. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir parce que nous savons que vous êtes une personne assez prise et c'est vraiment une opportunité importante et intéressante pour nous d'échanger avec vous sur diverses thématiques. Euh, dans un premier temps, est-ce que pour nos éditeurs, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un peu plus sur votre parcours professionnel? Ben, écoutez, je suis le docteur Samuel Maté. J'ai commencé en informatique, au fait. J'ai commencé en informatique avec un diplôme d'ingénieur informaticien. J'ai beaucoup travaillé sur euh, la GED, les systèmes D'accord? d'archivage électronique. C'est un peu ma spécialité. Et puis après, j'ai monté plusieurs entreprises. Et à l'issue de cela, je, je suis, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise, je suis parti, j'ai émigré aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait un doctorat en économie, un PhD en économie, un doctorat d'État américain en économie. Et à l'issue de cela, je suis parti faire également un MBA. J'avais commencé à faire une expertise comptable que je dois passer l'examen. Ah, Et puis j'ai fait également un master's en économie mathématique. Donc voilà un peu le parcours que j'ai eu. Et puis aux États-Unis, j'ai travaillé aux Nations Unies. Et puis après, je suis parti enseigner, faire de la recherche. Après, j'ai été recruté en France comme enseignant, professeur d'université. J'ai fait 5 à 6 ans, 6 ans environ. Et puis après, je suis revenu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai travaillé en tant que conseiller du, du, du DG du patronat ivoirien, en ce temps, M. Ouattara Lakoun. Et j'ai travaillé pendant environ 2 ans avec lui. Et puis à l'issue de ça, je suis parti, je suis rentré dans le gouvernement en tant que conseiller technique. Euh, et j'ai fait environ 2 ans aussi dans le gouvernement en tant que conseiller technique. Et puis j'ai donné ma démission. Et après ça, j'ai monté un cabinet de conseil d'études. Et puis après, j'ai monté la fondation FAFED, qui est une ONG qui fait la promotion de mon concept entreprendre avec zéro capital extérieur. parfait. Donc aujourd'hui, je partage mon temps entre des, des- des universités à travers le monde où je suis enseignant visiteur. J'ai plus voulu rester enseignant à temps plein. Et je fais également chaque année des publications d'ouvrages et d'articles avec des collègues professeurs à travers le monde. Je suis en train de faire des publications avec un collègue indien, Mushtaba, et puis un autre collègue qui sont aux États-Unis, et puis une qui est aussi à IE, à l'université IE à Madrid, en Espagne. Et, et puis, bon, après, on m'invite pour des conférences. J'ai monté moi-même plusieurs événements que je gère, comme les Delali Awards que je fais chaque année à New York en D'accord. septembre, où on récompense les meilleurs entrepreneurs africains de la diaspora. J'ai des choses également comme des événements comme le STAM,
qui est le salon de la téléphonie mobile et des applications mobiles en Afrique, pour faire la promotion des jeunes Africains qui conçoivent des applis mobiles. Euh, donc, il y a également le colloque sur la démocratie. C'est un autre événement que j'ai lancé pour lancer un débat sur quel type de démocratie il faut qu'on ait en Afrique. Quels sont les changements qu'on doit apporter à la démocratie pour qu'elle marche en Afrique. Donc, c'est un colloque également que je fais. Donc, j'ai des événements comme ça que je lance. Et puis, avec mon ONG, je passe peut-être un peu plus de temps aujourd'hui avec mon ONG pour faire la promotion du concept Zéro Capital. Je suis actuellement au Sénégal pour ça. On est en train de former 100 000 femmes en Côte d'Ivoire Énorme. également. Donc, un temps qui fait que je dors à peine 3 heures Bah, par jour. j'imagine, hein, quand on regarde déjà sur votre parcours, on comprend que vous êtes une personne qui se déplace beaucoup. Et puis, l'un des maîtres mots qu'on entend dans ce parcours-là, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la transmission. Parce qu'en réalité, vous avez Mhm. un parcours qui a commencé en informatique, vous êtes allé en économie, vous avez fait de la théorie, vous faites de la pratique et aujourd'hui vous incitez à entreprendre, à vraiment aller dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui me permet de revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment votre ONG et la FAFED, donc pour laquelle vous avez créé ce concept-là d'entreprendre à 0 franc. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder cette organisation? Bon, écoutez, cette organisation, euh, elle a été montée par accident en fait. Ah, d'accord, ok, C'est par accident. Initialement, je n'avais pas l'intention de la d'accord, monter. Au fait, j'ai eu une propre expérience, ma propre expérience, puisque arrivé à un niveau de mon parcours, j'ai perdu mon emploi, j'étais au d'accord, chômage. Et étant au chômage, j'étais arrivé à un moment où mes économies étaient finies, il fallait trouver une solution. Ma femme, en ce temps, était enceinte. d'accord, Il fallait trouver une solution, je n'arrive pas à trouver. OK? Et j'avais monté des projets pour pouvoir démarrer des activités, mais toutes les banques auxquelles je me suis approché pour le financement ont rejeté. d'accord, OK? Et puis ensuite, tous les programmes auxquels j'avais souscrit, les programmes du gouvernement, ceci, pour qu'on te donne des fonds pour commencer, je n'ai pas été d'accord. retenu en fait. Donc, je me suis trouvé dans une situation où j'ai pas de boulot, il n'y a pas de système de sécurité sociale comme en Europe, comme aux États-Unis, où tu es au chômage, on te verse quelque chose Exact. chaque fin du mois, tu es tranquille. Il n'y a pas dans la plupart des pays africains. J'ai pas de boulot, j'ai pas de système de sécurité sociale. Et puis, quand tu es au chômage et que tu n'as pas d'enfants et de femmes, c'est plus facile de faire le tour des tontons, C'est des exactement oncles, ça, de temps en temps. Et quand tu as une femme et puis un enfant, ça devient difficile de faire ce tour à chaque fois clairement. pour aller demander de l'argent, en fait. Mm. Et je me retrouve aussi dans un système où, bon, j'ai monté un projet pour démarrer une petite activité, mais j'ai pas de financement. Ni les banques, ni les programmes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le déclic intervient là. Oui, c'est un problème sérieux, en fait. C'est un problème sérieux parce que beaucoup de gens minimisent ce genre de situation. Clairement. Dans le sens qu'on se dit, oh, débrouille-toi. Mais bon, Joe, quand tu as une femme qui est enceinte, tu as un enfant, tu es là, et ton propriétaire de ton local est tout le temps sur toi pour te demander de payer ton loyer, tu es en arriéré de loyer, Lui, il n'attend tu pas, dois hein, il nourrir ta n'attend pas femme. du tout. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de gens n'ont pas vécu des situations comme ça. Mhm. Ce sont des situations réelles. Oui, Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui conduit les gens dans du banditisme, dans de la fraude, exact. dans de l'escroquerie, parce qu'ils sont là, au fait. Ouais. Et bon, moi, comme vous le dites, ça a été un déclic. Un jour, j'étais devant la télé, il me restait que 5 000 francs, Mhm. comme tout économie. Et puis, bon, et devant la télé, j'étais là, et puis il y a au journal télévisé, il y a le ministre de l'Éducation qui passe, qui dit oui, le gouvernement avait promis d'installer des ordinateurs dans toutes les écoles, fait la formation, mais encore une fois, ils n'ont pas les ressources, c'est pour ça, etc. Et puis juste après cet élément, on passe un gars qui dit avoir un magasin d'ordinateurs et tout, etc. Mhm. Et qui se plaignait que bon,
n'arrivait pas à vendre ses ordinateurs. OK? Offre-demande, là, direct. Et donc, je me dis, mais attends, quelqu'un a besoin d'ordinateur. Pourquoi ils ne se parlent pas? Clairement. Donc, de là, je suis parti avec mes 5 000 francs et je suis parti faire les cartes de visite informatique jeune, PDG Samuel Maté. Et je suis parti voir un de mes amis qui dirigeait Mhm. une école catholique. Je lui ai dit, écoute, moi, je viens de créer ma société qui donne des cours d'informatique aux élèves. D'accord. Et écoute, moi, je voudrais que tu signes avec moi un contrat d'exclusivité. Je viens faire la formation à tes élèves, ok? Et, et même moi, il dit, mais on n'a pas l'argent pour ça, Samuel. Il dit, Mhm. non, c'est pas vous qui payez, ce sont les parents qui vont payer, au fait. Et Waouh. qu'en plus, moi, je reverse un pourcentage à l'école. Il dit, bon, ce que tu dis là, ça semble un rêve. Nous, on n'investit pas de l'argent pour acheter des ordinateurs. Tu nous envoies des ordinateurs, tu nous envoies des profs, tu formes les étudiants, l'école ne dépense pas un seul franc, et en plus, tu nous verses de l'argent. J'imagine la tête de votre ami qui se dit, mais comment c'est possible, quoi. Ouais. Donc, je lui ai dit, tout ce que tu dois faire, c'est de signer le contrat, tu me donnes l'exclusivité. D'accord. Depuis qu'on a signé le contrat, après, je suis parti, quand j'ai quitté chez lui, je suis parti dans une des écoles d'informatique. Je dis, écoutez, vous avez des étudiants qui finissent, qui recherchent des stages où ils n'en trouvent pas. Moi, je peux leur offrir des stages, mais ce sera gratuit, en fait. Je ne vais pas les payer. D'accord. Et le DG me dit, non, même gratuit, lui, il est preneur, en fait. Clairement, clairement. Donc, combien j'en veux, autant que j'en veux, quoi. Il dit, bon, je vais en prendre 20 pour le moment. Donc, il a rappelé les étudiants, je lui ai dit, bon, écoutez, moi, c'est un stage non payant. Vous venez à telle école chaque mercredi, on se retrouve là-bas. Je vais vous faire une petite formation sur comment vous devez enseigner. Mais j'ai pris le temps, en tant qu'informaticien, de pouvoir concevoir les modules. D'accord. Ainsi que le mercredi, j'ai fait venir les parents. Je dis, bon, pour que l'informatique, c'est l'avenir, il faut que vos enfants soient, comme le diraient les Américains, IT literate, qui savent utiliser l'ordinateur. Ouais. Et que je fais ça 10 000 francs par mois. Et voilà. Waouh. Et que j'ai lancé le truc à la fin du mois, je me suis retrouvé avec un bénéfice d'1 million. Waouh. Je dis waouh. Je ne suis pas parti dans une banque, je me dis mais attends, je ne suis pas parti dans une banque, je ne suis pas parti voir un tonton pour me donner de l'argent. Exact. Juste avec mon cerveau, juste avec mon cerveau, je me suis fait 1 million de bénéfices. Waouh. Donc, c'est de là qu'est né le concept d'entreprendre avec zéro capital extérieur. SOI. Donc, quelqu'un m'a pas donné d'argent et tout, etc. Juste avec mon imagination, ma créativité, et je suis capable de faire des choses. Et après, j'ai monté plein de business sur ce même principe. Et quand je suis revenu de la France, Mhm. bon, des gens qui m'avaient suivi un peu, on m'avait invité pour faire des, on m'avait invité pour faire des conférences. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu un accident. J'avais eu un ami aussi, Désiré Asipo, qui s'était associé pour qu'on en parle et tout. Donc après, finalement, les gars ont dit, mais attends, au lieu de faire des conférences comme ça, tout le monde t'invite, chaque fois tu es épuisé parce que les gens demandent, ça semble une histoire qu'ils veulent répliquer parce que beaucoup de personnes se trouvent dans le cas où tu te trouvais, sans emploi, sans sécurité sociale, système de sécurité sociale et tout, etc. Pourquoi ne pas en faire une ONG et puis former des gens qui vont aller former d'autres personnes? Parce que toi seul, tu peux pas Clairement. à la fin. Donc c'est là, avec des amis comme Désiré et tout, etc., qui m'ont aidé donc, pour monter la FAFED. Et puis, j'ai travaillé sur des modules de formation, on a conçu, on a fait ceci, etc. Et à partir de là, on a commencé à former d'autres formateurs pour qu'ils aillent faire les conférences. Et j'ai contacté des amis aux États-Unis, etc., qui étaient experts dans la rédaction de manuels, de ceci, etc.
Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, au fait. Wow. Je salue vraiment cette initiative ou cette démarche, la manière dont ça s'est produit, parce qu'en réalité, vous le dites, hein, c'est un accident, mais en même temps, c'est un accident d'opportunité, parce que il s'est trouvé une situation dans laquelle vous avez identifié une problématique qui est que l'offre et la demande ne se rencontraient pas. Et vu que ces deux éléments-là ne se rencontraient pas, il devenait important de pouvoir créer ce lien-là. Et créer ce lien-là, c'est passé par estimer qu'il n'y a pas besoin de capital extérieur pour mieux se positionner par rapport à la création d'une organisation. Et en même temps, ça me permet de rebondir sur une question parce que aujourd'hui, vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est que beaucoup de personnes se disent que il y a des difficultés à créer une entreprise parce que tout simplement, on n'a pas de financement de manière générale. Il y a beaucoup de gens qui font ce raccourci-là. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'on peut identifier comme, par exemple, les principales forces et faiblesses de l'entrepreneuriat en Afrique de manière générale? Parce que vous avez sillonné l'Afrique, pas mal l'Afrique, plusieurs pays, et j'imagine que les problématiques que vous rencontrez en Afrique de l'Ouest peuvent être similaires ou différentes de celles que vous rencontrez en Afrique australe ou en Afrique centrale. Bon, je dirais il y a tellement de problèmes avec l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a tellement, tellement de problèmes, mais généralement, je place trois problèmes qui, pour moi, bien sûr, sont prioritaires. Ok. Le premier problème de l'entrepreneuriat en Afrique, euh, c'est le manque de compétences. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, surtout en Afrique francophone, hein, on n'a pas, on n'a pas assez de compétences pour former les jeunes qui veulent aller dans l'entrepreneuriat. Et on a beaucoup excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu vulgaire, on a beaucoup de foutaises sur la place, au fait. J'imagine. Et c'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont entrepreneurs et tout, etc. Moi, mon MBA, quand j'ai fait mon MBA en entrepreneuriat, en stratégie, ça m'a pris 2 ans. Oui, 2 ans dans une des meilleures écoles, le Fisher College of Business. d'accord. Et ça m'a pris 2 ans. Et vous voyez des gens qui viennent en Afrique. Et j'ai même assisté à une formation à laquelle on m'a invité. Le gars qui faisait la formation sur l'entrepreneuriat, il était fonctionnaire, au fait. Non. Il était fonctionnaire depuis 15 ans. Waouh, waouh, Il travaillait pour l'État. Il waouh, n'a jamais créé d'entreprise. waouh. Jamais il n'a créé d'entreprise. Et la question que je lui ai posée à la fin, j'ai dit, mais si l'entrepreneuriat était si bon et que vous nous dites à ces jeunes d'aller faire l'entrepreneuriat, pourquoi vous-même vous ne démissionnez pas de la fonction publique C'est une pour très bonne aller faire question. l'entrepreneuriat? Il était coincé, au fait, il n'a pas pu répondre. Est-ce que vous voyez? Ce que vous me dites là, Allez-y. ça me fait penser à un dicton que j'avais entendu d'un ami il y a quelque temps. Il me disait que c'était un professeur d'université. Il faisait des cours en entrepreneuriat. Il enseignait des gens sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais ce professeur-là avait fait toute sa carrière en tant que professeur d'université. Et donc, il y a un étudiant aussi qui s'est posé la question en disant, mais en réalité, sur le terrain, il y a tout autre chose que ce que vous nous présentez là de manière pratique. Donc, quel est l'intérêt que nous avons aujourd'hui à vous écouter de manière générale quand on sait que vous, finalement, vous n'avez pas exercé ce métier-là? Donc, c'est peut-être aussi des éléments comme ça qui font il y a un gros écart entre la théorie et la pratique. Et vous, vous avez eu la chance déjà d'être dans deux environnements, que ce soit le salariat et dans l'entrepreneuriat. Donc, clairement, ce que vous me dites là, c'est assez évocateur de ce que j'ai pu entendre aussi. Mais je vous laisse continuer. Ouais, donc c'est un peu ça. Et ça, on en a plein, en fait. Et aujourd'hui, quand vous prenez chaque pays, bon, je sais pas quand vous prenez le nombre d'incubateurs dans chaque pays, il y a eu des rapports, j'ai pas les derniers rapports, à peine on a une centaine d'incubateurs. Et les incubateurs par pays. Et ces incubateurs, combien de personnes compétentes sont prêtes à aller aider les jeunes là-bas? Est-ce que vous voyez? Oui. Et dans ces incubateurs, vous trouvez des gens qui ont la maîtrise et les mêmes situations, qui n'ont jamais créé d'entreprise ou dont les entreprises qu'ils ont créées, ils ont fait vite faillite et ils se sont autoproclamés experts en entrepreneuriat. Je vois ça sur le net tout le temps, experts en entrepreneuriat. Et tu lui demandes combien d'entreprises tu as créées. Bon, on ne peut pas Oui. répondre. Tu lui demandes euh, les entreprises que tu prétends avoir créées, est-ce il y en a eu qui ont eu du succès, qui ont marché? Tu te rends compte que aucune entreprise n'a marché.
Aucune entreprise n'a marché. C'est un peu comme demander à quelqu'un qui a passé son temps à divorcer 5 fois de venir te dire comment un mariage marche, quoi. Je préfère aller vers quelqu'un qui est marié depuis 35 ans, 60 ans, pour me conseiller sur le mariage que d'aller vers quelqu'un qui a divorcé 5 fois ou 10 fois, au fait. C'est exactement Donc, ça. c'est ce problème, le premier grand problème de Oui, l'Afrique, de l'entrepreneuriat, c'est ce problème de compétences, au fait. Il n'y a pas de compétences. Et je suis parti au Rwanda, j'étais au Rwanda il y a 2 mois, et on m'a présenté ce qui est à Norsken, ce qui est supposé être le plus grand incubateur de l'Afrique. Et je me demande, mais quelle est votre capacité? Leur capacité n'atteint même pas 500. Est-ce que, ouais. ouais. Et ça, c'est supposé être le plus grand incubateur de l'Afrique. Est-ce que, ouais. Et pour avoir de la compétence, c'est pas facile en entrepreneuriat. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème de la fiscalité, au fait. D'accord. Ça décourage les, les entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que en Afrique, généralement, on parle et les entreprises, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de système pour encourager les entreprises, au fait, aussi au niveau fiscal, en fait. Et les pays africains regardent euh, les entrepreneurs comme, c'est-à-dire que c'est comme si on te punit parce que tu as choisi l'entrepreneuriat. On te punit parce que tu as choisi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, c'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, avant même de, de, de faire de l'argent, on te demande déjà de payer des avances sur les taxes, en fait. Comment on peut faire des trucs comme ça? Tu n'as pas encore gagné un seul franc. L'État te demande déjà de payer de l'avance sur les Ça, taxes. c'est factuel, hein, parce que ça fait écho à ce que vous me dites, parce que je l'ai vécu directement depuis quelques temps pour une organisation qui a été créée qui n'a pas encore effectué d'activité de manière concrète, mais qui paye ses impôts tous les mois pendant, ça fait un an. Exactement. Claire. Le taux d'imposition pour les entreprises en Côte d'Ivoire et dans certains pays, c'est quoi? C'est 35%. Exact, exact. C'est-à-dire Ouais. que si tu fais du bénéfice, tu dois donner 35% à l'État, en fait. Ouais. C'est vrai. Et le taux d'imposition à l'île Maurice où j'étais il y a 2 semaines, c'est de 15%. Waouh, waouh. C'est de 15%. C'est-à-dire que on crée une entreprise pour devenir riche. Il faut qu'on se dise la vérité. On crée une entreprise pour devenir riche. On crée une entreprise pour être confortable. Exact. Est-ce que vous voyez? Mais si ce fait que l'entreprise que tu as créée pour être confortable, ça devient, euh, ça Ça te met en devient situation de danger, une hein. corde Ouais, au cou, oui, mais tu peux pas. Tu quittes. clairement. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens abandonnent, en fait. Parce que tu crées l'entreprise et puis déjà, on te dit, bon, tu dois payer tel truc d'impôt, tu dois payer tel... Et même, on te censure, on te sanctionne de ne pas avoir fait des bénéfices. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'impôt minimum forfaitaire, c'est-à-dire que quand tu fais des bénéfices, quand tu ne fais pas de bénéfices, tu dois payer environ, je crois, 2 millions à l'État pour ne pas avoir fait de bénéfices, en fait. Mais, Waouh. mais le problème, c'est que en même temps, le gars qui a créé son entreprise, vous ne lui donnez pas de marché. Ouais. Il a tous les problèmes du monde pour avoir des marchés. Vous-même, vous accaparez les marchés, vous créez des entreprises fictives pour avoir le peu de marchés qui existent. Et quand même le gars a un marché pour se faire payer, c'est un problème. Il va laisser au moins 50%, il va laisser au moins 50% du coût du prix du marché dans la corruption, dans les combines pour se faire payer, etc. Et les 50% qu'il lui reste,
baisses ne sont même pas suffisants pour couvrir le coût du marché, en fait. Bah, moi, je trouve que ce que vous dites là, c'est vraiment très factuel et je me fais écho même d'une information que j'avais reçue aujourd'hui, notamment d'une personne qui Mm. était bénéficiaire d'un contrat particulier avec l'État dans les années entre 2008 et 2014. Cette personne-là était vraiment dans le Mhm. secteur des véhicules et tout, des mises à disposition de véhicules, location et tout ce qui va avec, et avait contracté avec l'État. Mhm. Et il semblerait, par un courrier que j'ai pu voir passer, que cette personne-là a été en Mhm. faillite, entre guillemets, et devait presque 25 millions comment dire, en termes de dette. Et à côté de cela aussi, il y avait cette puissance fiscale-là qui avait derrière elle parce qu'elle devait payer. Mais sauf que les 25 millions qu'elle avait étaient comment dire, était quelque chose qu'elle attendait de l'État et malheureusement et ce jour aujourd'hui même est assez important de le dire, c'est aussi il me semble c'est que le 27 mai 2014 cette dame là s'est immolée par le feu devant la présidence de euh, ouais. J'ai suivi un peu ça. Donc ouais, c'est pour dire qu'effectivement c'est assez triste quand on se retrouve dans des situations où il y a une forme de pression entre guillemets fiscale pour les nouveaux les entrepreneurs de manière générale. Et puis après il y a Ouais. d'autres qui disaient, je crois qu'il y avait quelques années dans un pays par exemple comme la Côte d'Ivoire, on disait que quand vous créez votre entreprise, vous êtes exonéré d'impôts pendant 3 ans. Est-ce que ça c'était vraiment une réalité? Non, c'est pas une réalité. C'est nous qui avions lancé ce concept qu'on a appelé 35-3, D'accord. où on a demandé, mais ils l'ont pas appliqué, on a demandé à Mhm. l'État de, de, de donner une période de vacances fiscales pendant 3 ans Oui. à tout jeune qui crée une entreprise. Est-ce que vous voyez? D'accord. Parce que nous D'accord. avons fait un calcul. Si l'État avait mis ça en place, ça allait Oui. encourager les jeunes à créer plus d'entreprises. Et Clairement. donc, au bout du compte, l'État aura plus de revenus fiscaux qu'avant, en fait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois. Mais on n'a pas été suivi, en fait. Donc, le deuxième problème de l'entrepreneuriat, c'est la fiscalité en Afrique. Et puis, le troisième problème, c'est le problème de la corruption et des fonds, en fait. C'est-à-dire que les jeunes, le problème de la corruption, c'est un problème un peu transversal, en fait. D'accord. Et quand tu veux te faire payer, quand tu veux avoir un marché, mais un des grands problèmes, c'est l'accès aux fonds. Parce que le problème, c'est que l'accès aux fonds est un peu discriminant C'est vrai. dans beaucoup de pays africains. Est-ce que, ouais, parce que, bon, tu arrives, généralement, généralement, tu as trois options pour les fonds en Afrique. Quand tu es un entrepreneur, surtout un jeune entrepreneur. Oui. Le premier accès, c'est les banques, les microfinances. Est-ce que, ouais. Le deuxième accès, c'est les programmes du gouvernement, agence emploi jeune, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis le troisième euh, possibilité, la troisième source, c'est les amis, les parents, etc. Exact. Bon, le problème avec la première source, les banques, etc., on a des banques qui sont des banques qui sont là pour gérer l'épargne des gens, pas pour, ce ne sont pas des banques de développement en fait. Donc quand tu vas avec un projet, ils ne sont pas prêts à te financer, à t'aider. Ils ne veulent pas prendre de risques au fait. C'est vrai. La plupart des banques ne veulent pas prendre de risques. Et comme on le dit, alors ils prêtent qu'aux riches. Ils prêtent si tu leur donnes des garanties, etc. Pour la deuxième source, qui sont les programmes du gouvernement, beaucoup de ces programmes souffrent du fait que souvent ces programmes n'ont pas assez de ressources. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc peut-être c'est un programme à se dire que bon, c'est 1 milliard, mais devant, je sais pas, devant la Côte d'Ivoire par exemple, c'est 30 millions d'habitants, environ 20 millions de jeunes. Comment tu peux partager 1 milliard à 20 millions de Ouais. jeunes? Est-ce que vous voyez? Exactement. Donc, c'est possible. Certains ont déjà des projets de 100 millions. Clairement. Donc, Clairement. qui sont extrêmement, qui sont limités. Et puis à cela s'ajoute le problème de la corruption aussi, qui est un problème transversal. Il y a eu certains pays où le jeune vient, il fait la demande, il est parmi les heureux élus, et puis on lui demande, on D'accord. lui dit, bon, ton combien? Il dit 10 millions, on te dit, bon, ok, il faut signer, on va te donner les 10 millions. Et puis il signe, et puis après il va à la banque, il voit que c'est 6 millions qui sont versés sur ton compte.
sur son compte. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai signé 10 millions. Donc il retourne voir le monsieur, il dit, mais j'ai signé 10 millions, pourquoi vous versez 6 millions? Il dit, est-ce que c'est l'argent de ton papa? Il dit, non, sors de mon bureau. Waouh. Il dit, sors de mon bureau. Bon, on a des choses comme ça qui se passent. On peut pas parler trop fort, ok? Donc, Oui, clairement, c'est un peu clairement, ça le clairement. problème. Donc, au niveau de... Vous Ok, mettez vraiment le point ouais, sur le doigt sur une situation, effectivement, quand vous parlez de compétences, quand vous parlez de la problématique fiscale et que vous parlez aussi de la corruption, c'est trois enjeux même qui sont, ou du moins trois problématiques qui sont assez majeures en Afrique. Quand on fait des comparaisons dans d'autres pays et tout, il peut y avoir des difficultés dans des pays de l'Occident ou comment dire que ce soit en Europe ou en Amérique, il peut y avoir des difficultés, mais généralement ce ne sont pas des difficultés de cet ordre-là. C'est peut-être des difficultés par rapport à la pertinence du projet, par rapport au fond finalement comment dire de l'offre qui va être proposée. Et quand vous avez pris l'exemple tout à l'heure des banques, moi j'ai bien lu je pense avoir bien saisi dans votre exemple que la réalité c'est qu'aujourd'hui les banques dans la plupart des pays d'Afrique, quand elles comment dire, quand elles demandent ou quand elles veulent prêter de l'argent, elles s'attendent à ce que vous ayez un apport qui est conséquent pour une organisation, pour une ouais. entreprise quelqu'un qui veut débuter son entreprise, mais c'est justement parce qu'il n'en a pas. Enfin, je demande le montant que tu veux prêter, de venir déposer ça. Clairement, clairement. Donc oui, c'est moi je l'entends parfaitement même et puis je pense que ça fait écho à beaucoup de choses. Et donc j'imagine que selon vous par exemple, ce qui va permettre de créer un environnement qui sera plus favorable à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois, c'est les potentiels allègements fiscaux comme votre initiative 35.3 que moi je trouve formidable la manière dont vous l'avez décrite. Et est-ce que vous avez des pistes de solutions par exemple qui vont permettre de créer cet environnement là pour l'entrepreneuriat? Mais bien sûr, sauf que ces pistes de solutions, on crie depuis des années et ça tombe dans des oreilles de sourds. Ouais. Donc, mais déjà, par Malheureusement, rapport à cette effectivement, vous avez tout à fait raison. Ouais. ouais, donc, déjà pour la compétence, nous, ce qu'on avait, on a initié, hein, ce sont des solutions qu'on a initiées au niveau de la FAFED. La compétence, on arrive à le résoudre avec deux choses, avec la formation et la diaspora. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la diaspora africaine, il faut avouer que il y a quand même, ça regorge de compétences, quoi, en fait. Si vous allez dans la diaspora africaine, vous avez aujourd'hui des gens qui ont fait Harvard, Oxford, etc. Dans les années d'indépendance, on n'avait pas beaucoup d'Africains qui avaient fait des écoles d'élite en Occident. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en a un peu quand même. Des Africains qui ont fait Oxford, qui ont fait Harvard, qui ont fait HEC Paris. Donc on a quand même un peu. Et je pense que nous devons, comme le disent les Américains, to tap into that. C'est-à-dire que nous devons nous connecter à cette diaspora. Beaucoup de, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les diasporas ont été politisés par nos leaders, au fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi-même, j'avais commencé une initiative en France, et c'est là que je me suis rendu compte que nos diasporas ont été politisés du fait qu'il est difficile aujourd'hui de travailler avec la diaspora africaine. Parce que la première chose que les gens vont te demander, ils te disent, mais qui est à la tête de l'initiative? Dès que tu donnes le nom de la personne, de par son patronyme ou de par ses tendances, ils vont se dire, ah non, c'est l'opposition, ah non, c'est le Oui, il régime. y a un certain Donc, clivage qui se tous, crée là en même temps. Ouais. tous ceux qui sont de l'opposition ne vont pas venir à vos réunions, même s'ils savent que c'est quelque chose qui truc là, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux Oui, dire? je vois. Donc, il y a un peu ça qui se pose. Et donc, ce qui fait que la diaspora aujourd'hui n'est pas vraiment apte à collaborer pour justement combler ce gap de compétences, en fait. Le deuxième moyen de résoudre ce problème de compétences, c'est la formation. Et c'est ce que nous, on essaie les deux, hein. On essaie au niveau de la diaspora, on a des partenariats avec plusieurs diasporas, mais également c'est de regarder au niveau de la compétence, au fait, de faire de la formation, en fait, ça aussi c'est extrêmement important, c'est ce que nous essayons de faire aussi. Et par rapport à la fiscalité,
le moyen de résoudre le problème de la fiscalité, c'est ce que nous faisons. Nous crions pour que les États africains mettent en place le 35-3, c'est-à-dire que euh, donne 3 ans de vacances fiscales à tous les jeunes qui créent des entreprises Oui, et que c'est à partir de la troisième année ou disons à partir de la quatrième année qu'ils peuvent commencer à payer les impôts. Et en expliquant aux pays africains que ça va faire que vous aurez 100 fois plus d'argent dans vos caisses. Est-ce que ouais, exact. vous allez perdre peut-être un peu. Non, mais bon. Bon, certains commencent à nous écouter, on discute avec certains États. Je pense que c'est déjà une chose assez intéressante, mais il nous faut plus porter la voix au travers de podcasts comme le vôtre, au travers de médias qui relaient l'information sur ces options, etc. Et donc, qui sont extrêmement importants. Bah, effectivement, avec ce que vous dites par rapport à la fiscalité, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que la réalité, c'est que faire ce genre d'initiative-là a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est de permettre déjà à une entreprise naissante d'exister pendant au moins 3 ans. Et donc, quand on crée Ouais, on permet à une entreprise d'exister, cette entreprise-là, quand elle commence à se développer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en recrute des talents. Et donc, on règle déjà une problématique de création d'emplois. Quand on sait que, par exemple, dans la plupart de nos pays africains, le taux de chômage est assez important. Donc, en fait, ça permet de faciliter l'employabilité des jeunes et puis surtout les organisations, les nouveaux organismes, les nouvelles entreprises. Généralement, on a besoin de former des personnes sur certains sujets. Et donc, ça crée déjà encore un développement de compétences dans l'existence de cette organisation-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait écho et je l'entends très, très, très bien. et donc, merci encore. Donc, le troisième problème que j'ai soulevé, qui est l'accès au financement, et puis, euh, et puis le problème transversal de la corruption. Pour l'accès au financement, c'est pour ça que nous faisons la promotion de zéro capital extérieur. Est-ce que vous voyez? Et donc, je pense que c'est quand les gens... Parce que les banquiers, ce que les gens, les entrepreneurs doivent comprendre, c'est que le banquier est plus apte à donner de l'argent à quelqu'un qui fonctionne déjà, Exact. même s'il ne fait que 10 000 par jour, que quelqu'un qui ne fonctionne pas et qui est assis et qui est là et il dit j'ai un projet dans la tête ou bien j'ai un projet sur une feuille. Le banquier ne va pas lui donner l'argent. Alors que si tu viens voir le banquier pour dire que j'ai commencé une activité, pour le moment ça me rapporte 10 000 ou 100 000 par mois et tout, etc. Le banquier est plus apte à t'écouter et à te financer Exact. que quelqu'un qui n'a rien préparé et qui vient, qui dit j'ai une idée. Est-ce que ouais. Donc c'est pour ça. Je fais juste un parallèle par rapport à ça avant que vous ne continuez. C'est que c'est un peu la même réflexion que j'ai eue avec, avec un responsable RH d'une entreprise au Canada. Et ce responsable-là me disait que aujourd'hui, dans les recherches d'emploi qu'ils font, ou du moins les recherches de talent, ils ne recherchent pas des personnes qui ne sont pas en activité. Concrètement, ils recherchent des personnes qui Mhm. travaillent. Et c'est ces personnes-là qu'ils veulent débaucher. Parce qu'en réalité, une personne qui travaille est une personne qui a déjà des compétences qui sont en cours d'exécution, qui continuent. Et donc, cette personne, en fait, on Mhm. peut capitaliser sur ses compétences et cette personne n'aura pas de difficulté à s'adapter dans le nouvel environnement dans lequel il Ex- est. Et je pense que c'est le parallèle avec le banquier. Le banquier qui a son entrepreneur qui n'a rien commencé, qui n'a rien fait, quand il va le voir, il va dire, bah, en fait, fais quelque chose, gagne un peu d'argent et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir te financer. Exactement, c'est bien ça. Maintenant, si tu regardes, c'est pour ça on dit l'approche à zéro capital, pour pousser les jeunes à faire quelque chose. Est-ce que ouais, et à faire quelque chose de leur main. Et l'approche zéro capital, souvent les gens me demandent, j'ai déjà donné mon propre exemple, j'aime donner toujours ces deux exemples. L'exemple de cette dame qui, quand j'étais professeur en région Lorraine en France, cette dame qui venait tout le temps me demander des sous, elle n'arrivait pas à trouver du travail, etc., etc. Et puis un jour, le jour de mon anniversaire, pour me remercier de toutes les aides que je lui ai apportées, elle me prépare un ragoût au mouton. Ok. Donc elle arrive avec ça. Non, je mange le ragoût au mouton, je me lèche les doigts, Joe. Donc après m'être léché les doigts, je me dis, mais attends, c'est toi qui as préparé ce repas. Elle me dit, oui. Il dit, mais tu sais préparer des choses comme ça et tu dis que tu n'as pas de travail et que tu meurs de faim, c'est pas possible. Exact. Il dit, mais tu as combien sur toi? Elle dit, j'ai 10 euros. Il dit, ok, envoie les 10 euros.
on va faire des cartes de visite, les ragoûts de maman Claudine, Mhm. et on dépose ça dans les supérettes. Si vous avez pour vos anniversaires, vos fêtes, etc., vous nous appelez, puis vous envoyez une avance, et puis on vous prépare ça, et puis bon, vous payez le complément. Et c'est comme ça elle a commencé, au fait. Waouh. Aujourd'hui, elle a un restaurant qu'elle a financé avec ses propres économies, sans passer par une banque, au fait. Waouh. C'est ce genre de choses que... Elle était là, assise, en train de mourir à petit feu, de dire qu'elle a pas... Alors que elle avait la solution de ses problèmes dans ses mains. Euh, 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 la recette du ragoût. Ouais. Bah, en fait, c'est ce qui est fou dans votre exemple, en fait, c'est que c'est le genre de success story d'entrepreneurs africains qui peuvent inspirer, en fait, la nouvelle génération. Parce que la réalité, c'est qu'on entend souvent des gens qui disent, bon, après, il y en a qui racontent un peu, entre guillemets, n'importe quoi, en disant que j'avais 100 francs et puis aujourd'hui j'ai 10 millions et tout. Enfin, il faut pas s'arrêter sur ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des situations pratiques comme celles que vous avez décrites là. Et ça leur a permis en fait d'ouvrir quelque chose de plus grand et de se retrouver dans une situation d'entrepreneur accompli. Donc par exemple, au-delà de cet exemple-là, de cette maman que nous saluons au passage, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça? Parce que je sais que nos auditeurs seront très 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 friands. Il y a une femme, j'avais fait une formation qui a été financée par l'Union européenne pour enseigner aux Tchadiens cette approche. Oui, Et il y a plusieurs techniques brevetées. Et il y a une des techniques qu'on appelle transformer son passif en actif. Comment est-ce qu'il faut transformer ce qui te fait dépenser de l'argent en quelque chose qui te rapporte de l'argent? d'accord. Et donc, quand on a fait la formation, il y a une jeune dame qui est venue et qui dit, bon, écoutez, docteur, je pense que moi, ce qui me fait dépenser de l'argent, c'est ma robe de mariée. Vous savez, les femmes, elles ont toujours cette valeur sentimentale aux robes de mariée. Elles Exact. l'utilisent qu'une fois, mais elles ne veulent pas la jeter. C'est ça, et elle la conserve Et chaque mois, souvent sans même en prendre soin de manière assez importante. Je comprends. exactement. Et après, elle doit aller au pressing, faire laver de temps en temps. Et donc, elle me dit, mais cette robe de mariée me fait dépenser, je ne vais pas l'utiliser, et tout ça, etc. Et pourquoi ne pas plutôt transformer ça en quelque chose qui me rapporte de l'argent? Et si je la louais? Ouais. Je dis, ça, c'est une bonne idée. Et donc, ensemble, on s'est assis, on lui a fait une page Facebook, on a mis plein de robes de mariée qu'on est parti copier sur le truc. D'accord. Et on a mis location de robes de mariée. Bon, vous nous appelez. Pour le moment, elle n'a pas de magasin. Elle travaille à partir de chez elle avec son mari. Donc, elle dit, bon, vous louez, vous sélectionnez, puis on vous livre. D'accord, ok. Et donc, l'appel qu'elle reçoit, les gens disent, bon, nous voulons tel modèle 48. Elle dit, ah, le modèle est parti, hein. Maintenant, jusqu'à ce que les gens tombent sur son modèle qu'elle a. D'accord, ok. Et la première, je veux le modèle, mais je veux ça en taille 45. Ah, il dit la taille 45 est partie. Donc, elle a joué ce petit jeu jusqu'à ce qu'elle tombe sur des gens qui voulaient la taille 42 de son modèle D'accord. et qu'elle a loué. Et aujourd'hui, elle a monté tout son magasin de location de robes de mariée sans aucun financement de qui que ce soit, en fait. Waouh. Énorme, énorme, énorme. Oh, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ce genre de choses que nous apprenons aux jeunes, au fait. Bah, je trouve que ça permet vraiment aux jeunes de prendre conscience que la réalité, c'est que pour faire un projet, on n'a pas besoin de millions ou de milliards extérieurs, entre guillemets, pour pouvoir faire ce projet. La première chose la plus importante, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était déjà d'utiliser le cerveau, tout simplement, de se rendre compte du passif qu'on a actuellement, qu'on peut transformer en actif. Et puis à partir de là, en fait, on répond directement à un besoin que les gens ont. Et puis après, il y a effectivement toute l'organisation que vous allez mettre derrière et tout. Mais ça peut ne pas nécessiter en tout cas comment dire, d'endettement qui va être assez important. Et quand on parle d'endettement et tout, ça me permet de reprendre les échanges au-delà de l'aventure entrepreneuriale ou de tout ce qui est de l'entrepreneuriat et du développement économique. C'est vraiment de parler de dette et de Mhm. financement. Parce que c'est un sujet, l'endettement, en fait, c'est un sujet qui est brûlant en Afrique. Euh, Mhm. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez eu des indications à nous donner sur le rôle que peuvent jouer les institutions financières internationales et les banques locales pour soutenir le développement économique en Afrique? Bon, écoutez, les institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods, euh, que j'ai fréquentées, hein, en tant qu'économiste, Oui,
Moi, j'ai toujours dit une chose, au fait. Il y a des gens qui sont souvent qui viennent me voir, qui me disent oui, est-ce que tu peux être notre coach? D'accord? Je dis bon, je coach parfois, mais je coach pas beaucoup de personnes et je risque d'être cher. Mais si je coach, ma première règle, c'est que un coach qui te coach pendant plus de 12 mois, pour moi, il n'est pas compétent en fait. Ok. Parce que je me dis que le coach, le vrai coach, c'est celui qui fait de telle sorte que tu n'as plus besoin de lui après 12 mois en fait. Parfait. Il ne crée pas ce sentiment de Parce que dépendance là. oui, le coach qui crée le sentiment de dépendance, c'est un gourou au fait. Il s'appelle pas coach, il s'appelle un gourou. C'est comme D'accord, ça on ok. les appelle. D'accord. Et il te suit toute ta vie, il te suce ton sang, il te suce tes finances et jusqu'à ce que tu meurs au fait. Waouh, waouh, Est-ce que- waouh. Ouais, Donc exact. moi, généralement, même au niveau de la FAFED, quand on fait du coaching, je dis aux gens, vous ne devez pas coacher plus de 12 mois. Si vous coachez plus de 12 mois, c'est qu'on a échoué. Le coaché doit être indépendant après 12 mois. S'il vient, c'est vraiment pour des trucs exceptionnels, pour te dire, ah, il y a tel aspect vraiment spécifique. Et voilà, quoi, tu vois. Ouais. Moi, moi, quand je regarde, maintenant, appliquons ça aux pays africains. D'accord. Quand je regarde les pays africains, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été tout un scandale quand la Grèce est repartie demander de l'argent au FMI. Ça a été tout un scandale en Europe. Ouais, exact, exact, exact. Ouais. C'est-à-dire que, oh, nous, on est dedans. On est dedans. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, ça va faire plus de 60 ans qu'on nous assiste, quoi. On est des éternels assistés, au fait. Ouais, La ouais. Banque mondiale est pour les Africains, quelque part. Et je dis, that's wrong. That's deeply wrong. Ouais, clairement, clairement, clairement. La Banque mondiale même doit avoir honte de dire que ça va faire 60 ans. C'est-à-dire que le gars, il est vieux, mais quand on prend un homme de 60 ans, moi j'allais à soixantaine, et que depuis que tu es bébé, on t'assiste, ça marche pas, ça marche pas. Toi-même qui es assis, tu dois te dire, tu as échoué en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu dois te dire que tu as échoué. Parce que si tu avais vraiment atteint tes objectifs, tu serais plus là. Après 5 ans, le gars devait être un peu comme les Corées du Sud, les Singapour, les Exact. ceci. Ils sont Ouais, indépendants. Et la Banque mondiale n'intervient que vraiment pour des trucs exceptionnels, vraiment exceptionnels, quoi, tu vois. ouais. Mais nous, on est sur perfusion depuis 60 ans. Seigneur, on est sur perfusion depuis 60 ans, quoi. C'est Et la triste. Banque Ouais. mondiale envoie des gens, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, certains me disent que non, 60 ans dans la vie d'un peuple, c'est comme un an. Je dis arrêtez-moi ça, hein, arrêtez-moi ça. Vous avez la Corée du Sud, vous avez Singapour, etc. Vous avez même Dubaï à côté, qui était Ouais, moins développé que vous à 20 exact. ans. Voyez ce qu'il est. Donc, arrêtez-moi cette affaire de 60 ans, c'est le truc, etc. Et la dernière fois, j'ai un ami qui m'a coincé. Lui, il est anti-kémite. Il m'a D'accord, ok. coincé, mais bon, sur lequel il m'a coincé. Je ne vais pas aller sur la discussion, mais je donne ça pour que les kémites réfléchissent sur ça. D'accord. Et Samuel, je sais que tu es un peu pro-kémite, si même tu n'es pas kémite déclaré, pour dire que l'Afrique, les Africains, on avait eu une grande civilisation, etc. Mais excuse-moi, quoi, parfois je regarde ça, je me dis, est-ce que c'est pas des PS? Waouh, Comme le diraient les Américains. Est-ce que c'est pas des PS? waouh. Quelqu'un d'autre dira, pour être vulgaire, est-ce que c'est pas des foutaises? Je dis, mais John, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais non, attends. Moi, je suis parti à Athènes. J'ai vu ce que les Grecs, il y a des milliers d'années, ils ont fait. Hein. Ils ont construit des temples, ça est toujours là. Hein. Moi, j'ai parcouru nos villages, j'ai rien vu. Hein. Waouh, waouh. Il dit, il dit, la seule chose que j'ai vue sur le continent, c'est les pyramides. C'est tout. Dès que je quitte les pyramides, je vois plus rien. Je vois que de la forêt. Hein. Alors que bon, ils ont le château de Versailles. Ça est Exact. là, ça est là. Ils Ouais, ont les statues, ça est là. J'ai même vu, j'ai touché ça. Et ils te disent, bon, ça fait 100 ans, ça a fait 200 ans, ils ont fait ça, mais ça est toujours là. exact. Je suis parti à Rome, j'ai vu les temples, j'ai touché à ça, c'est là. Mais quand je quitte les pyramides, c'est la forêt vierge. C'est Je dis, triste. En fait, waouh. c'est tristement drôle et vrai.
Je n'avais pas de réponse. Il m'énervait, mais je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas répondre, mais il m'énervait. Il dit, mais bon, tu vas me dire quoi? Vous avez enfui ça sous la terre ou Non, mais bien vous êtes reparti avec le vaisseau spatial? waouh, waouh. C'est vrai que c'est le genre de questionnement qui fait on s'interroge sur ce qu'on a vécu, ce que nos civilisations ont vécu, les différents changements et tout. Et ça me permet même de digresser sur un point. J'avais échangé avec quelqu'un il y a quelques semaines. Et la personne me disait que, en réalité, enfin, cette personne estime que aujourd'hui, nous, on n'a pas suffisamment fait les choses pour qu'on puisse retenir notre passage ou retenir les actions que nous avons pu réaliser. Et à côté de cela, il mettait en avant l'exemple qui est malheureusement ou heureusement d'ailleurs quelque chose qui caractérise beaucoup de personnes en Afrique subsaharienne et tout, c'est la tradition orale. Tout le monde dit que Mhm. quand il y a quelque chose, on donne l'exemple, on dit qu'il y a de la tradition orale, il y a de la tradition orale. Mais le problème de la tradition orale aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un parle une fois, bah en fait, il a dit Mhm. quelque chose. Ce que cette personne dit, Mhm. vous allez retenir une partie. Vous n'allez pas retenir la totalité. Mhm. Et la transcription, vous allez faire, vous allez transformer cette transcription là ou transformer cette information et vous allez encore rajouter ce que vous avez vécu, l'expérience que vous avez vécue. Donc au final, on peut se retrouver à peut-être garder la structure du propos, mais finalement, on perd comment dire, une bonne partie des informations. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique subsaharienne au-delà de l'Égypte, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est peut-être ça Mhm. qui est, comment dire, qui est un sujet d'interrogation. Et pour revenir sur le point des institutions internationales, moi, je l'entends parfaitement hein, quand vous dites que en réalité, on peut pas être dans une situation où on est sous assistance pendant une soixantaine d'années, et puis aujourd'hui, on se plaît, entre guillemets, à refaire cette demande-là. Entre guillemets, on doit avoir un peu honte, quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est bien ça. C'est c'est Par, bien ça. Mais parfait. écoutez, c'est un peu ça. Bon, donc pour cette histoire de dette, la Banque mondiale qui continue de dire je donne des dettes, ou dans le cas de certains pays africains qui s'endettent pour payer la dette, bon, écoutez, quand quelqu'un vient te voir, toi, Banque mondiale, pour s'endetter pour payer une dette, c'est que tu as échoué. C'est vrai. C'est C'est que vrai. Banque mondiale a échoué. Il faut Waouh. dégager, au fait. Bah, pardon. En même temps, effectivement, ça fait un bon élément vers le prochain point que je souhaitais qu'on aborde ensemble. C'est surtout le point sur l'économie de développement. Selon vous, par exemple, quels sont les différents leviers qui sont les plus importants pour une croissance économique inclusive et durable en Afrique? Parce qu'en réalité, la situation des institutions internationales, c'est une situation qui, en principe, ne doit pas perdurer. Et pour une personne ou pour un pays qui a un minimum de self-esteem, on va dire, elle va pas vouloir en fait rester dans ce genre de situation d'assistanat entre guillemets. Donc selon vous, comment dire, quels sont les leviers qu'on peut mettre en avant pour cette croissance économique là qui va être durable en Afrique? Bon, l'économie de développement, parfois on se demande si c'est pas une supercherie, au fait. D'accord. L'économie de développement, Je suis tout oui. on se demande si c'est pas une supercherie, au fait. Parce que on nous parle d'économie de développement et moi, on voit des politiques et on se demande si les théories que nous avons apprises, je parle en tant qu'économiste, Mhm. est-ce que ces théories sont applicables, au fait? Est-ce que ces théories sont d'actualité? D'accord. Parce que le problème en économie aussi, c'est qu'on te dit que quand les hypothèses de base changent, la formule change, au fait. Clairement, clairement. Est-ce- et parfois, nous conservons des formules alors que les hypothèses de base ont changé, au fait. Est-ce que vous voyez? Par exemple, on te dit que la concurrence pure et parfaite, dans une concurrence pure et parfaite, voici ce qu'il faut. Et on D'accord. te dit la concurrence pure et parfaite s'applique quand les règles suivantes sont respectées. D'accord. Atomicité des vendeurs et atomicité des acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de vendeurs et d'acheteurs que aucun vendeur ne peut influencer le marché par sa décision. Ok. Et puis on te dit
que élasticité des prix. Donc, quand tu augmentes le prix, en même temps, tout le monde te fuit. Parce que les autres ne vont pas augmenter ou les autres vont diminuer. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont, qui sont énoncées pour que les formules marchent, au fait. Et D'accord. c'est là où dit que l'économie de développement peut être une supercherie, au fait. Parce que les hypothèses de base, pour moi, n'existent plus, ont beaucoup changé, au fait. Quand j'étais parti au Rwanda, je regarde le Rwanda, je regarde Kagame, je regarde une ville, il n'y a pas un seul papier par terre, c'est nickel. Pas simplement au centre-ville, mais également dans les banlieues, s'il te plaît. Et je regarde un pays, et en temps, j'étais avant au Burundi, où ils ont les mêmes ressources, ils ont les mêmes peuples, ils ont les mêmes trucs. Les gens me disent, ah non, c'est parce que Kagame va prendre des trucs au Congo. Je dis, ok, d'accord, pourquoi l'autre ne le fait pas? Et pourquoi ça se passe toujours comme ça? Et pourquoi les Congolais, etc. Mais en fait, une des choses qui m'a choqué quand j'étais parti au Congo, je me rends compte que la ville de Goma ouvrait sur la frontière rwandaise, en fait. C'est les mêmes peuples, en fait. C'est D'accord. les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples, ils parlent la même langue et tout ça, etc. Et donc, on se retrouve dans une situation où, bon, Kagame fait venir des gens, des Africains pour travailler, il loue ses frontières, je vais à l'île Maurice, ils font les impôts à 15%, mais ils sont plus développés que les pays qui font des impôts à 35%, en fait. Là, il faut vraiment se poser des questions au final. Oui, oui, je me pose ces questions en tant qu'économiste, en tant que docteur en économie qui a étudié, qui est conseiller même des gens. Je me dis, mais attends, on a blagué les gens, en fait. Ouais. On vient avec des solutions toutes faites qu'on placarde sans se demander si l'hypothèse de base est toujours respectée. Et je ne pense pas que ces hypothèses qu'on a sont toujours respectées. Et qu'on ne fait que placarder des solutions qui ne répondent pas aux hypothèses de base. C'est un crime contre l'humanité, au fait. Waouh. Le mot est dit, c'est assez fort. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas venir placarder des solutions sans vérifier si l'hypothèse de base est respectée ou pas. Comment placarder des solutions en sachant que vous êtes dans un pays qui n'est pas démocratique et que le gars qui est au pouvoir, il est là et il trificote pour être au 5e ou 6e mandat et que c'est sa famille qui bouffe autour et vous venez placarder des solutions de démocratie dans cet environnement. C'est un crime contre l'humanité, au fait. Je trouve que c'est assez fort de le préciser comme ça. Et la réalité, c'est que effectivement, les contextes dans lesquels on vit dans la plupart de nos pays et pour lesquels on veut appliquer certaines solutions qui s'appliquent dans des pays pour lesquels il y a une démocratie qui est, entre guillemets, je vais pas dire parfaite, mais une démocratie qui est Mhm. plus avancée que celle de nos pays, c'est que derrière tout ça, on se rend compte que on applique des choses et l'exécution au final devient totalement, comment dire, déconnectée de la réalité et finalement on assiste à des détournements, on assiste à des situations de corruption. C'est vrai que quand vous dites ça et quand vous mettez le doigt dessus, c'est vrai qu'on peut vraiment valablement se poser la question de cette notion d'économie de développement là. Est-ce que c'est vraiment une économie de développement dans notre contexte africain, entre guillemets? Mais quand je dis notre contexte africain, certains diront que l'Afrique, c'est pas un pays, il y a une cinquantaine de pays, et donc chacun a sa réalité, mais la réalité factuelle que nous avons dans tous nos pays d'Afrique, c'est qu'on veut instaurer la démocratie. Et donc, l'hypothèse de base, entre guillemets, c'est la démocratie. Mais quand on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment ce système-là qui fonctionne dans la plupart des pays, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est vraiment assez intéressant d'échanger sur ce point-là. Là, je regarde le temps qui passe. Malheureusement, ça passe tellement vite avec ces sujets qui sont assez passionnants.
Je pense que on va, vu qu'on on tire un peu vers la fin de notre échange, est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots sur l'inclusion financière? Pourquoi c'est essentiel pour le développement de nos économies? Et après cela, on va aller sur le dernier point qui est la conclusion avec vos trois racines de baobab qui sont très 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 attendues. Ouais. La dernière fois, j'avais fait un post, ça m'arrive souvent. Je n'étais pas vraiment inspiré ou quoi que ce soit, j'ai juste placardé des chiffres. J'ai dit, D'accord? mais non, docteur, vous pouvez pas nous faire ça là. Où sont les racines? Où sont les racines? Docteur, vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous ne nous avez pas habitués à être sans vos analyses pointues là. Là, vous nous faites mal là. Pardon, faut dire quelque chose vite, vite là. Sur les racines. Vous avez placardé des chiffres et puis on est là, on tourne, on tourne. Mais il Ok, a les clairement raison, celui qui a dit ça. Franchement, on attend vos racines de baobab parce que ça nous éclaire. Mais en fait, l'inclusion financière, parce que la définition même, quand parce qu'après on dit que c'est de permettre que le, la masse, la totalité de la population puisse avoir accès aux services financiers. Après, ils ont dit aux services non financiers. Au fait, et je regarde et je dis, bon, la masse, que la masse ait accès aux services financiers. Bon, et qu'est-ce qui va encourager ma grand-mère? Bon, c'est vrai qu'elle n'est plus de ce monde, mais qu'est-ce qui aurait encouragé ma grand-mère à prendre l'argent qu'elle met sous le matelas pour aller déposer dans une banque? On a eu plusieurs discussions, ils vont se dire non, mais il y a les souris qui vont truc, et puis s'il y a, euh, euh, il y a eu une dévaluation, blablabla, etc. Il y a plein de raisons que les gens vont avancer. Et quand, si elle met cet argent, elle va se dire, mais qu'est-ce que je gagne? Comment arriver à la convaincre que c'est mieux qu'elle garde l'argent à la banque? Parce que dans l'inclusion financière, on se dit, bon, il faut que le gars dépose son argent à la banque et puis on va lui donner une carte bancaire, hein, il peut avoir des crédits, euh, et puis on parle de la micro-assurance également, qu'on inclut dans l'inclusion financière, et qu'il peut avoir des, il peut avoir sa pension, sa retraite qui est payée, etc. Donc, mais quand on regarde tout ça et puis on se dit, bon, mais pourtant, l'inclusion financière facilite beaucoup de choses, sûrement. Mais après, la question qui est posée, c'est que fait-on des données privées? Est-ce que vous voyez? Exact, exact. Où on peut te traquer partout avec ta carte et la vie privée qui est sacrifiée, on va te dire oui, mais c'est normal, il faut sacrifier un peu de la vie privée. Et puis, après, on regarde et puis on se dit, bon, est-ce que les coûts en valent la peine parfois? La dernière Exact. fois, un de mes comptes, j'avais déposé une certaine somme d'argent. Le lendemain, la somme d'argent est partie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon compte, je me rends compte que la banque m'avait facturé des agios, l'installation d'un système qu'ils avaient renouvelé. Ils m'ont facturé plein de trucs. Et dès que j'ai déposé l'argent, c'est comme s'ils m'attendaient. Ils ont tout pris. Waouh. Ah oui. Waouh. Ils ont dit, ah oui, non, c'est par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Je les ai appelés, dit non, c'est tout à fait normal. Et tout, parce que votre compte était au minimum, c'est pour ça qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, facturer ces trucs. Bon, maintenant, comme on a vu que vous avez fait rentrer un peu d'argent, on va récupérer. On se sert d'abord. Donc, ils ont vidé le compte. Ils Waouh. ont vidé le compte. Donc, après, on regarde et puis on se dit, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, j'étais au Burundi, Burundi, le pays le plus pauvre au monde, qui rivalise avec le Sud-Soudan sur ça. Et l'électricité était coupée pratiquement chaque 2 heures, l'électricité est coupée. Bon, est-ce qu'on peut parler des... Je suis parti à la banque, bon, au Burundi, je devais retirer de l'argent, on me dit, ah non, monsieur, il n'y a pas d'électricité, et tout, etc. Et écoutez, il faut revenir le lendemain, de telle heure à telle heure, parce que bon, c'est à ces heures-là qu'il y a l'électricité, au fait.
Waouh. Donc, une question, peut-on parler d'inclusion financière quand il n'y a pas d'électricité? Tu vas déposer ton argent à la banque, on te donne une carte bancaire, tu ne peux pas l'utiliser au fait. Exact. Et tu as quelqu'un malade qui est souffrante et tu dois payer les médicaments. Tu ne peux Ouais. pas retirer ton argent et la Ouais. personne meurt. Par exemple, on ne souhaite pas. La personne meurt parce Ouais. que j'ai déposé l'argent que j'ai à la banque. Et puis bon, je suis dans un pays, on me dit, monsieur, venez faire l'inclusion financière. Je dépose mon argent. Ma grand-mère enlève tout dans son matelas, va déposer et tout. On lui donne une carte bancaire et puis elle est là. Et puis quelqu'un est très gravement malade, on doit aller acheter des médicaments. Il dit, ah non, ils m'ont remis un truc là, ils appellent ça la carte bancaire, on va à l'ATM et puis elle rentre et dit, non, madame, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'électricité. Bon, encore une fois, le mot revient. Le mot revient. Ouais. Ce mot, on n'aime pas trop l'utiliser, mais on va l'utiliser encore. C'est de la foutaise. Donc, Clairement. Clairement. Clairement, clairement. Bah, déjà que quand on est dans une situation, par exemple, où tu déposes ton argent quelque part et que pour récupérer ton argent, tu as toutes les tracasseries, ça devient exactement de la foutaise. ouais, ouais, moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient illettrés et d'autres quelque peu lettrés. C'est le sentiment qu'ils ont, en fait, D'accord. dans nos pays. En fait. C'est Ouais. le sentiment qu'ils ont. Ils disent, quand on leur parle d'inclusion financière, et ils disent, bon, écoute, ils ont vécu cette situation et qu'ils ont eu des morts et tout ça, etc. Et personne, tu ne peux pas entraîner la banque en justice ou la compagnie d'électricité en justice, tu ne peux pas. Wow. Donc, quand vous venez leur parler de l'inclusion financière, vous risquez de vous faire gifler, au fait. Je comprends, je comprends. Et c'est un mot qui finalement n'aura même pas de... En fait, ça peut pas avoir un écho favorable dans certains endroits, compte tenu que leur réalité déjà ne leur permet pas de pouvoir se positionner dessus. Ouais, donc, c'est-à-dire que je n'aime pas trop dire ça, mais il y a certaines infrastructures, certaines choses qui vont de pair, en fait. D'accord. Est-ce que Ouais. Donc, c'est comme on est en train de faire un travail au Burundi Oui. et, et il y a un jeune, je dirais un jeune sans expérience. La jeunesse, c'est la fougue. Nous tous, on est Exact. passés par là. Et puis, il dit, ah non, mais... Parce qu'on devait faire notre formation dans un village. D'accord. Et puis il dit, ah, non, docteur, c'est pas la peine que vous venez. Vous savez, aujourd'hui, la technologie nous permet de faire les formations à distance et tout, etc. Et que vous pouvez pas, vous faites à distance, ça permet de toucher plus de gens. Je l'ai laissé parler. Je dis, bon, Mhm. ok, d'accord. Quel est quel est le nombre d'heures d'électricité en continu dans le pays? Ouais. On me dit, bon, en moyenne, peut-être 4 heures. Ok. Et c'est les nuits, généralement. Il dit, Wow. tu as 4 heures d'électricité et c'est les nuits. Ok. Maintenant, tu veux que, déjà même pour avoir accès à l'Internet, c'est un problème. Parce que la formation, on va faire ça en vidéo. Donc, ça Mhm. absorbe des datas. Donc, Exactement. dis-moi, 4 heures continue la nuit et les datas sont pas là. Et tu me dis que la solution que toi, tu as trouvée, c'est qu'on fasse une formation en ligne, quoi. Il faut bien m'expliquer parce que moi, jusque-là, je ne comprends pas. Hein. Bon, Wow. il dit, il sait tout. Il y a des réalités, quoi, vous voyez. Donc, on parle d'inclusion financière, on dit bravo, bon, et tout. Il n'y En a fait, pas d'électricité. c'est un beau concept, mais la réalité, c'est que c'est un concept comment dire, qui ne repose sur rien du tout par rapport à certains pays. Ouais. Ouais, il y a des choses qui vont de pair. Moi, je ne sais pas moi, ça m'est déjà arrivé hein, dans plusieurs pays où tu vas faire un transfert d'argent Western Money, Western Union, etc. Et puis on te dit que non, le réseau ne passe pas. Ouais. Ouais. Moi, ça m'est Ouais. déjà arrivé. On te dit le réseau ne passe pas. Ça ne Ouais. peut pas se faire. Et Wow. tu rentres à la maison. Alors que la personne de l'autre côté attend urgemment l'argent pour faire une Ouais. opération critique. Ouais. Écoute, vraiment, moi je disais à un jeune hier, parfois je suis déçu, parfois je ne sais pas. Et je dis que bon, peut-être c'est vous les jeunes qui allez continuer le combat parce que moi, parfois je dis, ah, je me dis bon, certains ont compris et puis certains
ils ont compris, ils ont dit, bon, écoutez, ce truc-là, vraiment, nous, on rentre dans le gouvernement, on prend un poste, on fait de la politique, on s'amasse de l'argent, on joue de ça et puis on meurt, en fait. Ouais, Il y a ça des gens c'est. qui ils ont pris cette option, hein, mais nous, on a refusé cette option-là. Et c'est vrai. Et j'ai Et je, dit, je c'est pense que c'est vous le qui bon allez, choix. Ouais. ouais, c'est vous qui allez continuer le combat, mais parfois on est découragé, parfois on est frustré. Mais quand on voit des jeunes comme vous qui se lèvent, qui font des podcasts, qui essaient de faire des choses, ça nous encourage, en fait. Ça nous encourage. Parce que de toute façon, En tout cas, merci beaucoup pour ces mots et pour ces encouragements aussi, parce que nous, notre objectif derrière, c'est de bénéficier de vos expériences, parce que vous en avez énormément, que ce soit en Afrique ou dans des pays d'Europe ou d'Amérique. Donc il y a vraiment cette expérience-là qui peut être mise en avant. Et ce dont on se rend compte, c'est que les gens ont soif de savoir. Mais malheureusement, la recherche qu'ils font pour récupérer ces informations-là, elle est beaucoup moins poussée. On se limite juste à une petite information, on clique sur deux trois liens, on a cette information, on va pas plus loin. Alors que il y a des personnes compétentes comme vous, comme ça, qui avaient cette capacité-là de donner des informations qui peuvent être assez intéressantes. Vraiment, l'interview, ça tire vraiment allègrement vers la fin, mais comme je disais, je ne partirai pas ou on ne partira pas sans avoir un petit peu vos espoirs, vos rêves sur l'avenir que nous avons en Afrique et aussi le message que vous souhaitez transmettre aux jeunes entrepreneurs africains. Et j'imagine que, ou du moins je souhaite, comme la plupart de nos auditeurs bientôt, que vous puissiez nous transmettre ces racines de baobab qui permettront vraiment de décrire le fil, entre guillemets, de notre échange de tout à l'heure. ben écoutez, je vais vous choquer, je vais vous choquer. Je suis très déçu de ceux des leaders africains. Je pense que euh, il y a beaucoup de foutaises. Ils nous envoient droit dans le mur, en fait. D'accord. Mais il y a un petit bémol d'espoir. Ils nous envoient droit dans le mur parce que ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents dans les enjeux de demain. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ils D'accord. ne sont pas présents dans les enjeux de demain. Et ils nous envoient droit dans le mur parce que il n'y a que 24 heures dans une journée. Exact. Et sur les 24 heures, si tu prends 20 heures à surveiller les opposants, à tripatouiller les constitutions, à faire ceci, etc., il ne te reste que 4 heures. Et durant ces 4 heures, tu dors, au fait. Hmm. C'est vrai. Mais celui qui est en face, il prend ses 20 heures, il se rassemble pour créer des avions gros porteurs qu'on appelle Boeing, qu'on appelle Airbus, et les Chinois bientôt qui se lancent sur ce secteur, ceux-là, ils auront toujours eu 10 longueurs, 100 longueurs, 1 million de longueurs d'avance sur toi, en fait. Exact. Exactement. Et si tu es là et que on parle de EI, etc., tu n'es même pas présent sur ce marché, en fait. Parce que le peu de ressources que tu as, c'est pour acheter des maisons à des petites filles et tout, etc. etc. Et ouais, tu n'es même pas présent, ça a le peu de ressources et tu t'offres des choses. Tu n'es même pas présent sur ces marchés. Tu seras toujours esclave, en fait. Mhm. Aujourd'hui, en fait, c'est ça mon désespoir, en fait. Mais en même temps, il y a le bémol. Et le bémol, c'est quoi? Et je pense que c'est ça qui peut sauver l'Afrique. Le bémol, c'est vous. Le bémol, ce sont cette jeunesse, cette diaspora qui est partie dans les mêmes écoles que ceux qui sont en face et qui sont là-bas et qui ont la même nationalité aujourd'hui que ces gars. Si cette diaspora se réunit, ils peuvent transformer l'Afrique, en fait. Il faut qu'ils se réunissent et prennent, et prennent le pouvoir et transforment l'Afrique. On ne va pas vous la donner. Il faut Ouais. l'arracher. Comme Sonko l'a arraché. Quand je dis l'arracher, ce n'est pas par des coups d'État, hein, non. C'est de l'arracher de manière légale, comme les Sonko l'ont fait, etc. Ils vont commettre des erreurs, c'est clair.
Mais c'est déjà un premier pas dans la bonne direction, en fait. Et Exact. ce que j'aimerais dire alors, c'est de se dire que nous, on a initié des concepts, et ces concepts comme euh, le zéro capital extérieur, comme la compétence aveugle, euh, qui sont des instruments qu'on vous laisse. Oui, exact. Et c'est vraiment Oui, ce genre d'instrument qu'on va vraiment essayer de capitaliser dessus et puis les transmettre aussi à ouais. toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. Parce que la réalité, c'est que ce sont des informations qui sont très très importantes, qui permettent de se développer, d'apprendre encore plus. Et clairement, on va tout faire pour se faire l'écho de ces différents messages que vous nous portez. Ouais, parce que c'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui allez aider. Je ne crois pas que les leaders qui sont en place aujourd'hui, ils vont rattraper le retard qu'on a. Ils vont pas le rattraper. C'est pas dans leur priorité. C'est vous qui allez le faire. Et pour ça, il faut que vous arrachiez le pouvoir de manière légale, comme l'ont fait les Sénégalais, et que vous vous entourez de cette diaspora euh, en savoir-faire, en compétences, en tout, et puis apporter ce changement, en fait. Parfait, parfait. Bah, en tout cas, merci infiniment, docteur, pour ce moment. Ça a été 1 heure et quart d'échange, de partage de votre vision, de discussion sur l'économie de développement, sur l'inclusion financière, sur l'entrepreneuriat en Afrique, que ce soit les forces et les faiblesses, et sur la dette et le financement. Vraiment, c'était un véritable plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui, d'échanger avec vous, de bénéficier de votre savoir. Et on espère que ce genre d'occasion puisse se refaire et puisse revenir bientôt. Ouais, bien sûr. Le plaisir est le mien. Merci, Par, à très bientôt. parfait. Merci à vous